Bien, passons à cette réforme des retraites et à la contestation. Journée de grève, de manifestation contre la réforme. Les syndicats ont mis le paquet pour que cette journée soit réussie. Ils sont tous unis, vous le savez. Et dans les raffineries, ça bloque. Blocage de toutes les raffineries françaises. Quelles conséquences à la pompe? Nous sommes avec Francis Pousse, qui est président de la branche Station-Service Énergie Nouvelle de Mobiliance. Francis Pousse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On se retrouve 11 000 stations-service en France. Vous représentez à peu près la moitié de ces stations-service, Francis Pousse. Dites-moi, pas de pénurie à la pompe pour l'instant? Non, pas de pénurie à la pompe, puisque le mouvement a été anticipé dans toute la logistique pétrolière et en particulier dans les stations-service. Donc l'ensemble des stations-service a rempli du mieux qu'elle pouvait ces cuves pour prévoir effectivement quelques jours difficiles a priori. Ça veut dire qu'il y a des réserves dans toutes les stations? Mais ça veut dire que vous avez une capacité de stockage qui est heureusement supérieure à un jour de vente. Donc tout le monde s'est efforcé d'avoir des stocks le plus haut possible. C'est pas toujours facile parce que ça représente aussi de la trésorerie, mais de façon à servir au mieux la population qui a quand même envie de bouger et besoin de bouger. Et besoin de bouger. Vous avez combien de jours de réserve? C'est très variable selon la taille de la station-service, mais c'est entre 3 et 15 jours selon le type de point de vente. Et n'oublions pas que même si les raffineries se disent fermées, en tout cas pour la partie expédition de produits, les stations-service sont irriguées quotidiennement par les 200 dépôts prévus sur le 1, 2, 3, pardon, présents sur le territoire français. Et donc c'est ces dépôts qui nous alimentent au quotidien. C'est pas spécialement les raffineries. Oui. Les dépôts, eux, ils sont pleins. On a eu la même précaution dans les dépôts. Donc aujourd'hui, effectivement, on voit quelques stations-service qui sont en rupture de produits, mais c'est essentiellement dû à quelque chose qu'on peut comprendre, mais que moi j'essaie de défendre, à savoir les fameux enlèvements de précaution qui font que les gens ont peur, ils vont à la pompe, les ventes s'accroissent et il faut le temps de réapprovisionner la station. Vous avez constaté le phénomène déjà? C'est-à-dire que des automobilistes qui viennent faire le plein de leur voiture, mais qui en même temps font le plein de jerrycans ou de bidons? Alors, plein de bidons, effectivement, on en a vu. D'ailleurs, je disais ce matin au gouvernement qu'il faudra probablement, via les préfectures, l'interdire rapidement. Mais c'est surtout les plaintes dans les voitures de précaution, de gens qui bougent pas forcément le reste du temps, mais qui ont pris peur. Encore une fois, ça peut se comprendre. Mais on a quand même vu des accroissements de ventes de l'ordre de 10 à 30% sur les stations ce week-end. Donc, c'est ça aussi qui pénalise après l'activité. Et c'est pour ça qu'on retrouve quelques stations en manque de produits aujourd'hui. Oui, le problème, c'est l'acheminement jusqu'aux stations, l'acheminement du carburant. Donc, les dépôts, 200 dépôts en France, plus les dépôts dans les raffineries. Pour l'instant, ces dépôts ne sont pas bloqués. Le danger, c'est le blocage des dépôts? Effectivement, mais on n'en constate que quelques-uns aujourd'hui. Oui. Mais grâce à ces 200 dépôts, on peut très bien faire partir un camion de plus loin que d'habitude pour livrer tel ou tel service. Oui, donc, je comprends. Ça prend du temps supplémentaire, parfois un coût supplémentaire, mais c'est possible. Mais c'est possible. Dernier mot, Francis Pousse. 3 des 4 terminaux méthaniers en France sont arrêtés pour 7 jours. Quelles conséquences là? Alors là, effectivement, c'est la partie import. Je rappelle qu'en France, on consomme grosso modo 50% d'import et 50% de produits raffinés chez nous. Oui. Donc, ça peut poser des problèmes d'approvisionnement sur la partie des produits importés, mais pareil, les stocks ont été rendus le plus haut possible pour traverser cette crise. Et puis n'oublions pas non plus que nous avons à notre disposition en cas de crise nos fameux stocks stratégiques qui correspondent à 3 mois de consommation et que ces stocks stratégiques ont été bien remplis suite à la crève de novembre et octobre, donc ils sont à un niveau optimum. Merci Francis Pousse pour ces informations utiles, très utiles. Merci beaucoup. Vous êtes sur la route. Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce que vous constatez, je sais pas moi, des barrages routiers ou autres? Vous nous dites 0826 300 300. Réaction à cette journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Vous êtes sur Sud Radio. Ici, tout est en direct, vous le savez. Didier et Victor sont là. Didier est à Paris. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous Didier. Vous allez manifester tout à l'heure?
Oui, 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 je serai à 14 heures au rendez-vous prévu, Sèvres-Babylone. À Sèvres-Babylone. Vous êtes consultant. Pourquoi est-ce que vous allez manifester? Bon, vous demandez le retrait de la réforme, j'imagine? Écoutez, les raisons sont les mêmes que lors de la précédente manifestation. Rajouter au fait que tout ce que vous dites avec les auditeurs et qui est très important sur le quotidien, les conséquences sur le quotidien, mais il y en a une également qui est cette espèce d'insécurité dans laquelle nous sommes mis collectivement par le comportement de nos soi-disant responsables depuis 3 semaines. Ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, ce qu'on voit de la part de ministres, voire même d'élus, franchement, mais on est où? On est où dans ce pays? On prend en compte le contexte, la situation, le fait qu'il y a des millions de gens qui sont dans une situation dramatique, qu'on affronte une crise climatique dramatique. Vous avez été heurté par ce que vous avez vu du comportement des députés de tous bords, Didier? Absolument. Et du gouvernement. Et du gouvernement. Quand on a la responsabilité qui est la leur, on raconte pas des conneries, excusez-moi le terme, je mets tout ça entre parenthèses, mais on raconte pas de conneries à un micro de l'Assemblée nationale, voire devant des médias, y compris raconter des mensonges, enfin... Mais, Didier, on est dans on vit dans quelles conditions? Enfin, moi, Didier, c'est imaginons sentiment d'insécurité aussi qui renforce, puisque je pense que la réforme, il en faut une. Je pense qu'il y a des éléments qui méritent d'être pris en compte. Je reviens pas sur tout ce que tout le monde sait maintenant. Ça a eu le mérite de ce débat-là, mais après, il y a un minimum de responsabilité, de sérieux, de compétences et d'exigence à avoir pour notre pays. Enfin, Didier, oui, l'exigence, là je vous rejoins totalement. Mais Didier, j'ai une question. Si le gouvernement, si la réforme est adoptée, possible, probable même, après la commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale, que faire, Didier? Est-ce que c'est la rue? Est-ce que c'est la rue qui décide ou est-ce que ce sont les élus qui décident? Moi, là, je renvoie la responsabilité au président de la République. Mitterrand, en 1982, sur l'école publique et l'école privée, a su à un moment tenir compte de ce qui se passait dans le pays. Jacques Chirac, sur le CPE, la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la situation identique. Donc après, c'est... aux responsables politiques de savoir ramener un climat apaisé, je ne sais pas, mais en tout cas un climat de circonstances. Parce qu'après, vous avez raison, on va où? L'étape suivante, c'est quoi? Quand on voit le niveau de détermination des uns et des autres, en rappelant quand même que moi je suis agréablement surpris et étonné par le comportement de l'intersyndicale et des organisations syndicales. Jusqu'à maintenant, mais l'étape suivante, c'est quoi? On va pas transformer le pays en guerre civile. Et il n'y en a qu'un qui peut arrêter ça. Bien, alors Didier, Victor est aussi avec nous. Victor est pas tout à fait d'accord avec vous. Victor est à Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Victor. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, ravi de vous retrouver. Enfin, il y a une justice en France, c'est bien. Merci Victor. Et vous pouvez pas vous imaginer combien je suis heureux de vous retrouver, vous tous, auditrices et auditeurs, Victor. Mais bon, ça y est, on a refermé la parenthèse. Victor, vous êtes pour la réforme des retraites, vous? Absolument. Je voudrais poser une question à Didier. Quel est son vote au deuxième tour des présidentielles en 2022? Est-ce qu'il a voté pour Marine Le Pen ou pour Emmanuel Macron? Bonjour Victor. Vous savez, moi je suis très transparent. En 2017, j'ai voté 2 fois Emmanuel Macron. En 2022, je me suis abstenu 2 fois. D'accord. Voilà. Donc vous n'êtes pas comme ceux qui manifestent dans la rue, qui vont manifester cet après-midi, qui ont voté Macron au deuxième tour. Moi, je considère que ce sont des bouffons. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron, son programme d'Emmanuel Macron, il avait annoncé la couleur à 65 ans. Moi, je ne vote pas pour quelqu'un qui annonce la retraite à 65 ans et qui manifeste ensuite dans la rue pour dire non. Ce sont des gens qui sont incohérents avec eux-mêmes, donc des bouffons. Moi, j'ai été, comment dirais-je, gilet jaune de la première heure, 18 novembre 2018. J'étais un peu spécialiste des pancartes. La première pancarte, ça a été « Les ouvriers et les étudiants de mai 68 sont désormais retraités. Comprends-tu »
en m'adressant à Macron. Et puis j'avais fait une deuxième pancarte qui avait fait un peu de bruit à l'époque. On veut du fric pour finir le mois sans trop de mal, et non du flic pour finir en larmes ou à l'hôpital. Oui. Enfin, ça arrive un peu. Bon, mais Victor, vous êtes derrière Emmanuel Macron maintenant. Ah non, pas du tout. Ah bon, pas du tout. Mais vous êtes pour la réforme des retraites. La réforme des retraites. Moi, j'ai commencé à travailler, M. Bourdin, à 17 ans et demi. Oui. À l'époque, on avait 42 annuités, c'est-à-dire 168 trimestres. Oui. Actuellement, c'est 43 annuités, 172 trimestres. Oui. Le jeune qui commence à travailler à 18 ans, il va automatiquement avoir le droit de partir à 61 ans, puisqu'il aura ses 43 ans de cotisation, oui. Par contre, le jeune qui commence à travailler à 24 ans, s'il veut partir à 60 ans, je ne l'empêche pas de partir à 60 ans, sauf qu'on ne lui dit pas qu'il aura une décote de 25 à 30%. Évidemment qu'il aura une décote. Il n'aura pas ses années de cotisation. Pourquoi les syndicats ne le disent pas? Oui. Parce que sinon, il va travailler jusqu'à 67 ans. C'est 43 annuités. Bon, Victor, donc vous êtes pour la réforme des retraites, vous ces manifestations, vous qui avez manifesté puisque vous avez été gilet jaune. Figurez-vous, j'ai manifesté au moment des gilets jaunes et j'étais notamment à Paris et figurez-vous qu'à un moment donné, j'entends un policier dire à son collègue non, pas lui. C'est-à-dire qu'il était en train d'abasser quelqu'un, c'était un black bloc. Et donc, j'ai entendu le policier dire non, pas lui. Ça veut dire quoi? Bon, Victor, merci. Didier, merci. Didier voulait dire quelque chose à Victor? Écoutez, non, moi, je fais comme lui, je suis pour cette réforme parce qu'il y a quand même des éléments... Ah, vous êtes aussi pour la réforme? Il y a des éléments objectifs indispensables, mais pas de cette manière-là, pas sur cette méthode-là. C'est quand on est un gouvernement qui, depuis 2017... Depuis 2017, il y a même eu un haut fonctionnaire, un haut commissaire aux retraites. Exact. On n'arrive pas au moment du débat et à ce moment aussi important, là, en racontant n'importe quoi. Il y avait une réforme qui avait été engagée en 2019 et qui était, me semble-t-il, une assez bonne réforme, non? La réforme par points, la première. Non. On peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, elle permettait de corriger un certain nombre d'inégalités. Ouais. Et là, je crois que la CFDT et Berger avaient tout dit sur la question. Bien sûr. Ils avaient absolument, je pense que c'était une voie envisagée autre que celle qui est prévue là. Merci à tous les deux, Didier et Victor. Merci, vous voyez, c'est formidable. Racontez-nous ce qui se passe chez vous, dans votre région, dans votre département, dans votre commune. Allez-y, comment ça se passe chez vous? 0826 300 300. Nous avons besoin d'infos. Évidemment, et personne d'autre n'est mieux placé que vous pour nous donner des informations. Les caisses de grève, comment font les grévistes? Est-ce que les grévistes sont aidés? Est-ce que ces caisses de grève sont pleines? On va en parler dans un instant avec Gabriel Rosenman qui connaît bien le sujet, les sociologues, ancien cheminot, et il a beaucoup travaillé sur les caisses de grève. Il est 10h48. Pour savoir et comprendre le matin, vous êtes sur Sud Radio.